Salut à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui encore une fois une vidéo consacrée à KSP, un tuto même, je refais la première vidéo mais en mieux parce que la première vidéo était faite un peu à l'arrache, donc là je reprends toutes les bases pour que les débutants puissent s'y retrouver et aussi, je l'espère, pour donner envie aux nouveaux joueurs de s'adonner à ce magnifique jeu qu'est Kerbal Space Program. Allez, on repart dans l'espace dans 3, 2, 1... Mais tout d'abord, bienvenue dans ce nouveau décor. Je vous laisse jeter un œil à ma dernière vidéo pour voir comment tout cela a pu être possible. Concernant KSP, eh bien le jeu est passé dans sa version finale. La version 1.12 est tout simplement la dernière mise à jour de ce jeu, il n'y en aura plus d'autres après. Pour l'instant, les équipes de squad s'occupent de quelques correctifs, donc on en est à la 1.12. Il y a déjà eu 2 correctifs de fait sur la 1.12, mais une fois que la version 1.12 sera totalement stable et sans bug, les équipes de squad vont rejoindre les équipes de Private Division qui s'occupent de KSP 2, et ça, c'est 2 bonnes nouvelles. D'abord parce que des renforts arrivent sur KSP 2, ce qui est une très bonne chose parce que le développement prend du retard, il aurait dû sortir en 2021, le jeu ne sera finalement disponible qu'en 2022 et encore... c'est même pas sûr, il n'y a toujours pas de date officielle en tout cas. Et la deuxième bonne nouvelle, les modeurs de KSP1 vont pouvoir s'en donner à cœur joie et mettre définitivement à jour leur mode pour qu'il n'y ait plus de problème de conflit avec la version finale de KSP. Car oui, vous allez le voir, je joue avec quelques mods sur KSP, alors pas beaucoup et pas des trucs de fou, il y a vraiment des... comme dans tous les jeux où on peut les modder, il y a vraiment des trucs, c'est incroyable. Moi je joue juste avec des mods qui améliorent généralement le ciel étoilé, les nuages, l'aspect de Kerbin, donc la Terre, mais pas de trucs vraiment délirants, voilà. Autant vous dire que j'attends KSP2 comme le messie. Au vu des images en pré-alpha que le dev nous montre sur YouTube, comme vous pouvez le voir, il va y avoir un sacré changement niveau graphisme, pour mon plus grand plaisir. Ah, je m'y vois déjà. Non mais regardez comme c'est beau, bordel de p***. Mais on n'y est pas encore, comme je vous le disais, le jeu n'a encore aucune date de sortie officielle, on se contentera d'un modeste 2022. Mais vous n'êtes pas là pour que je vous parle de KSP2, mais bien pour apprendre à jouer à KSP 1. 1.12. 1.12.2. Enfin, vous avez compris quoi. Comme je vous le disais en intro, ma première vidéo a été faite complètement à l'arrache. Je l'ai faite un dimanche après-midi où je savais pas trop quoi faire et j'ai lancé la caméra et j'ai lancé le jeu quoi. En gros, c'était juste ça. Je vais donc reposer toutes les bases du jeu en expliquant un peu plus clairement, j'espère, les mécaniques de ce divin jeu. Ceux qui me suivent sur Twitter savent à quel point je vénère Kerbal Space Program. Ce jeu est un rêve de gosse. Imaginez, vous pouvez construire vos fusées et les envoyer dans l'espace et atterrir sur la Lune. Ou la Lune. Bon, la Lune. Bon, va falloir s'y faire. Hein. Première chose à vous dire avant de vous lancer dans l'aventure. Vous allez bouffer du crash de fusée, mais vous allez en bouffer comme jamais. C'est normal. Pas de panique, ça ne fera pas de victimes, enfin selon le mode de difficulté choisi. Ici je ne vais pas m'attarder trop sur les différents curseurs de difficulté, on va jouer en normal, je vais juste changer 2-3 paramètres, rien de transcendant mais ça a son importance, comme par exemple autoriser plusieurs aires de lancement, très utile en tout début de partie afin d'engranger des points de science précieux sans dépenser trop de thunes. Sachez qu'on peut régler pas mal de détails afin de rendre la vie des carbonautes plus facile, ou au contraire insupportable. Vous pourrez donc changer, si vous trouvez le jeu trop difficile, ou pas assez généreux, le pourcentage de revenus et de points de science récupérés à chaque fin de mission. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais on va faire un mode carrière, hein, bien sûr. Le mode bac à sable n'a aucun intérêt à mes yeux, car on a accès à toutes les améliorations de bâtiments et toutes les pièces de fusée dès le début, avec bien évidemment fonds illimités. Alors bien sûr, ça change rien à la façon d'appréhender les mécaniques spatiales, mais c'est tout de même moins marrant que de se casser le cul à récolter chaque point de science et chaque dollar afin d'améliorer sa base de lancement, qui est d'ailleurs au départ aussi grande que le hangar de l'oncle René, le fanat d'aviation de la famille. Mais tout va s'agrandir avec le temps et surtout avec l'argent. Une partie de KSP est infinie, sachez-le. Tant que vous avez l'argent et l'imagination pour les missions ou pour la construction des fusées et de mise au point de rover, le temps de jeu d'un joueur de KSP atteint très facilement plusieurs centaines d'heures de jeu. Perso, j'en suis à 260 heures de jeu environ en 2 ans, avec de grandes périodes sans jouer, car ça peut générer beaucoup de frustration si on ne s'aide pas de magnifiques tutos comme le mien. Trêve de bavardage, dans la vidéo d'aujourd'hui, l'objectif sera simple. Comme dans ma première vidéo, on va juste essayer de récolter un max de science sans dépenser 1 centime. On dirait une publicité mensongère, mais pourtant c'est vrai. Quand j'ai commencé KSP, je n'avais aucun tuto, aucune aide et je galérais comme pas permis pour trouver des points de science, me demandant à chaque fois comment il était possible de compléter le tableau de technologie afin d'obtenir chaque pièce disponible. Un incommensurable défi que j'ai depuis maîtrisé et fait plusieurs fois. Puis, toujours dans cette vidéo, on essaiera de s'échapper de l'atmosphère de Kerbin et de s'y placer en orbite. Sachez par ailleurs que les Jeff Bezos et autres Richard Branson qui se payent des petits billets pour aller dans l'espace ne font que
des vols suborbitaux, c'est-à-dire des vols en forme de cloche où ils montent à environ 100 km d'altitude avant de redescendre sur Terre. Mais à aucun moment, ils ne sont en orbite. Le vol suborbital, c'est le b.a.-ba de KSP. Mais vous allez voir que même les trucs les plus basiques, si on n'a pas de base et de notions, eh ben c'est pas si facile que ça dans KSP. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet au niveau fusée, j'aimerais vous présenter, ou plutôt vous représenter, l'univers de KSP. Le système Kerbin n'a pas changé depuis ma dernière vidéo, il est toujours composé de 7 planètes avec Kerbin, sans compter les multiples lunes pour quelques-unes d'entre elles, et tout ce petit monde gravite autour du Kerbal, l'équivalent du Soleil. Les habitants de la planète Kerbin, donc l'équivalent de la Terre, sont des Kerbal, et leur lune, eh ben, c'est la Mun. Bon, c'est pas super original, mais ça fait le taf. Petit plus pour eux, ils ont une deuxième lune qui s'appelle Minmus. Les autres planètes sont Duna, Ilo, Eve, Moho et Joule. Non, pas lui, non. Ces planètes ont toutes leur équivalent dans notre système, sauf Saturne. Il n'y a pas de planète à anneaux dans KSP. J'espère d'ailleurs le voir dans KSP2. Joule est la planète qui possède le plus de lunes, c'est l'équivalent de Jupiter dans KSP. Voilà, maintenant que les présentations sont refaites, on peut se lancer dans la partie fusée. Déjà, on va commencer par glaner de la science sans dépenser de thunes. Oui, de la science gratos en KSP, c'est possible, largement. Il vous suffit de prendre une capsule basique, de coller un tube de glarine dessus, et de vous lancer sur les 3 sites de lancement dispo. L'option qu'on a modifié au début de cette vidéo. De base, vous n'avez qu'une aire de lancement dispo. Mais avec 3, on multiplie par 3 les points de science gratos qu'on va pouvoir récolter. Car chaque endroit de la planète étant différent, on va pouvoir cumuler la science même si ce sont toujours les mêmes expériences. Ici, pour commencer, l'étude de la glérine. L'étude de la glérine change donc en fonction de la région où nous nous situons, et ça tombe plutôt bien, car nos 3 aires de lancement se situent dans des régions totalement différentes. À cela, on ajoute un petit rapport d'équipage qui changera lui aussi en fonction de la région où vous vous trouvez, ainsi qu'une petite AEV, une sortie extravéhiculaire, activity extravéhiculaire pour correspondre à l'anagramme. Donc on va enchaîner le même vaisseau pour ces 3 heures de lancement, sans jamais faire décoller quoi que ce soit. Pour le moment. Une fois le premier de ces faux lancements réussi, on va pouvoir aller dépenser les points de science récoltés afin d'upgrader notre équipement et avoir des composants de fusée plus performants pour aller plus loin. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Pardon. Dès qu'on aura débloqué le thermomètre, on continue les faux lancements sur les 3 aires de lancement avec cette fois-ci la simple prise de température des 3 sites. Bref, une fois qu'on aura bien poncé le système de récolte de points de science au sol, on va pouvoir retourner dans le centre de recherche et débloquer d'autres branches afin de construire enfin une fusée qui va décoller et nous emmener... Toujours plus haut. Ta gueule. Juste... ta gueule. Et pour une première fusée, on va bricoler un truc vite fait qui va nous permettre simplement de faire comme Jeff Bezos, c'est-à-dire un court vol suborbital. Pour ce faire, on place une capsule avec un bouclier thermique. Normalement, il n'y en a pas besoin, mais bon, je prends pas de risque. Puis on va placer un découpleur TD12 qui va nous permettre de séparer notre fusée lorsque les étages en dessous de la capsule ne seront plus nécessaires. Puis on place 2 petits réservoirs FLT100 et un moteur Gironimo qui nous permet plus de contrôle durant le vol, même si ici on s'en fout un peu d'avoir du contrôle sur un vol suborbital. Mais bon, c'est le seul moteur à Ergol dispo pour le moment, alors on le prend. Les moteurs à ergol sont à différencier des moteurs à poudre. En général, un moteur à poudre, c'est un booster. Comme lors des décollages des navettes spatiales américaines, ce sont les 2 grosses fusées sur les côtés. Ces boosters sont donc des moteurs à poudre et une fois allumés, ils ne peuvent plus être arrêtés. Ils ne s'éteindront que leur carburant sera consumé. A l'inverse, les moteurs à ergol liquide, comme notre moteur Gironimo utilisé pour notre fusée, aura la capacité à être coupé puis rallumé à tout moment, un peu comme dans Tintin. On pourra également moduler cette puissance en temps réel, on en reparlera au moment du décollage. Ensuite, je mets de nouveau un découpleur, afin de séparer une nouvelle fois la fusée une fois le premier étage utilisé. Sous ce découpleur TD12, un booster RT10 pylon. Le rôle du booster, c'est tout simplement de délivrer une puissance bien supérieure au moteur à ergol liquide, afin d'arracher les tonnes de notre fusée à l'attraction de Kerbin le plus rapidement possible. Plus on met de booster, plus elle décolle vite et fort. Mais aussi, plus la fusée sera extrêmement lourde. On prendra soin, cette fois-ci, de mettre tous les appareils scientifiques en double, histoire d'effectuer les tests en début de décollage, puis une fois arrivé à 70 000 mètres d'altitude, altitude qui délimite l'atmosphère de l'espace dans notre système de Kerbin. Une fois la fusée assemblée, on prêtera attention à la colonne d'icônes située à droite de l'écran. Il s'agit des étages de notre fusée et il est impératif de faire attention à cette colonne. Chaque icône représente une pièce de la fusée. Ainsi, il faudra absolument les ranger dans l'ordre d'utilisation, sous peine de faire se déployer le parachute en même temps que l'allumage du booster, ce qui pourrait être très
très préjudiciable pour la trajectoire de retour, et même pour la trajectoire de l'aller d'ailleurs. On rangera donc dans l'ordre l'allumage du premier étage, le booster. Une fois celui-ci consommé, on pourra déclencher le découpleur afin de larguer ce premier étage, puis on allumera le moteur, à ergol liquide pour ceux qui suivent. Une fois le carburant de cet étage consommé, on pourra de nouveau larguer ce deuxième étage, devenu inutile, et continuer notre périple jusqu'à temps de pouvoir déclencher enfin notre parachute. Vient alors El Famoso décollage. Avant de partir comme un fou, on appuie bien sur la touche T de notre clavier. Cette touche correspond à l'allumage du SAS, l'aide à la trajectoire en gros. Seuls les carbonautes pilotes, comme notre Gbédia ici présent, Il a une belle tête de vainqueur. peuvent utiliser cette fonctionnalité. Ne mettez pas un scientifique à la tête de votre fusée, ou vous risqueriez d'avoir des soucis de navigation assez flagrants. Autre manipulation à faire avant de partir, la touche W. Elle correspond au régime de votre moteur, à sa puissance en gros. En appuyant sur W, celle-ci sera automatiquement mise plein pot. Vous pourrez moduler cette puissance en appuyant sur la touche CTRL gauche, ça diminuera le régime et ça sera ultra utile pour les petites manœuvres une fois là-haut. Appuyez sur Maj gauche pour l'augmenter de façon plus précise si besoin. Bon, mais en vrai je vous ai saoulé avec cette touche W alors que dans notre cas ici elle est inutile puisqu'on se lance avec un booster. Rappelez-vous, un booster, donc un moteur à poudre, une fois allumé, ne peut être éteint ni modulé. Et comme ici on décolle avec un booster, bah inutile d'appuyer sur W. Mais faites-le quand même, ça deviendra un réflexe tout de suite et comme ça vous ne l'oublierez jamais. Et c'est le moment de vous expliquer les instruments de bord. Vous avez au centre, en bas de l'écran, la navball. C'est elle qui vous indiquera la direction dans laquelle vous allez. Le rond jaune qui est au-dessus, c'est le point prograde, c'est-à-dire c'est la direction vers laquelle la fusée ira vers l'avant. Le point rétrograde, à l'opposé, est le point qui nous servira pour ralentir notre accélération. Dans l'espace, on parle bien d'accélération et non de vitesse. La vitesse, on ne la ressent pas. Par exemple, la Terre, elle tourne à 1600 km/h et personne ne sent sa vitesse. En revanche, si la Terre passe de 1600 km/h à 3200 km/h, là, vous allez la sentir l'accélération. Et je pense que la planète aussi, et ce serait probablement la fin du monde d'ailleurs. Mais la vitesse, on ne la sent pas. Il n'y a que l'accélération qu'on sent. Pour ce premier décollage, pas besoin de toucher à quoi que ce soit, on ne fera qu'un vol suborbital et on s'en fout de la trajectoire. L'objectif est simplement de récolter des points de science à deux altitudes différentes, en début de décollage et à la limite de l'espace. Une fois ces quelques petites manipulations effectuées, on peut enfin décoller en appuyant sur la touche espace. C'est logique. Décollons donc. Sitôt décollé, déclenchez le premier trio d'instruments scientifiques, la glérine, le thermomètre et le baromètre. Attendez d'être dans l'espace pour faire un rapport d'équipage, ça rapporte plus de points. Je rappelle que l'altitude pour être dans l'espace dans KSP, c'est 70 000 mètres d'altitude. Et oubliez la sortie extravéhiculaire une fois en l'air, pour le moment notre centre n'est pas assez développé pour en faire autre part ailleurs que sur Kerbin. On en fera une en revanche à l'atterrissage, car on n'est pas sûr d'atterrir au même endroit qu'on a décollé. Donc ce sera une nouvelle région, donc potentiellement des points de science en plus encore. Une fois cette première salve de points de science récoltés, on va attendre sagement de consumer nos deux étages de fusée afin d'arriver à plus de 70 000 mètres d'altitude, l'espace. Et on va lancer notre deuxième salve de récupération de données scientifiques. Une fois récolté, on dégage notre deuxième étage devenu inutile si ce n'est pas déjà fait, et on attend tranquillou de retomber sur Kerbin. Attendez que le voyant du parachute passe du rouge au gris avant de le déclencher. Et n'ayez pas peur si vous le déclenchez mais qu'il ne s'ouvre pas tout de suite. Il est conçu pour ne se déployer qu'à partir de 1000 mètres d'altitude. Ces paramètres sont bien évidemment modifiables. Accélérez le temps si nécessaire afin d'écourter cette longue phase d'atterrissage, puis une fois atterri, comme je vous l'ai dit, un petit rapport d'AEV qui est de nouveau disponible puisque nous sommes de retour sur le plancher des vaches kerbiennes. Il ne vous reste plus qu'à savourer les presque 100 points de science récoltés en un seul vol. On va pouvoir dépenser de façon intelligente toute cette science, puis nous irons faire un tour du côté du contrôle mission. Au contrôle mission, on trouvera toutes sortes de missions à effectuer, allant du simple test de moteur à l'exploration d'une planète, en passant par le transport de touristes spatiaux. Ces missions rapportent de la N'oubliez pas, nous jouons en mode carrière, et tout est comptabilisé, argent, science et réputation. Si vous êtes à court d'argent, pas de game over à proprement parler, mais vous n'aurez plus les moyens de construire des fusées, et par conséquent, plus les moyens de gagner de l'argent. Eh oui, on va choisir deux missions simples, explorer la Lune et récolter des données scientifiques en périphérie de la Lune. Mais avant d'explorer la Lune, on va quand même se faire une petite mise en orbite, histoire de bien voir comment ça fonctionne et de maîtriser un peu tout ça. C'est primordial pour chaque début de mission, une mise en orbite c'est la routine. En fait, dans KSP, pour se mettre en orbite, ça fonctionne exactement comme sur Terre. C'est les mêmes mécaniques, la même logique et la même façon de faire. C'est légèrement plus simplifié cela dit. Construisons une petite fusée qui sera capable de nous mettre en orbite basse. On commence avec une capsule de commande MK
cas 1, auquel on ajoute un découpleur TD12, puis en dessous un réservoir FTL 400, histoire d'avoir de la réserve qui constituera le réservoir du moteur Terrier, fraîchement débloqué grâce à nos points de science. Ce moteur a la particularité d'être très efficace dans le vide, beaucoup moins en atmosphère, mais on ne devrait le déclencher qu'une fois dans l'espace afin de faire notre orbite, donc ce moteur est parfait pour ce qu'on veut aujourd'hui. Ensuite, un découpleur à nouveau, puis on ajoute deux réservoirs dont un FTL 800. Un petit moteur Geronimo afin d'avoir une maîtrise totale de la trajectoire. Ce coup-ci, ce sera très utile, et c'est plié. On n'oubliera pas quand même le parachute MK16, sinon ça va faire mal. Une fois construite, n'oubliez pas de mettre en ordre vos étapes de lancement afin de bien dissocier chaque étape et de ne pas faire d'erreur et de séparer la fusée en même temps que d'ouvrir le parachute. Allez, on est paré au lancement maintenant. Une fois la fusée lancée, mettez-vous en mode manœuvre afin d'avoir toujours un œil sur les différents paramètres, et notamment l'altitude de l'apoastre, point le plus élevé en temps réel, et le périastre, point le moins élevé. Lorsque la fusée atteint une accélération d'environ 50 mètres secondes, inclinez doucement et très progressivement la fusée vers la droite, vers l'est, pendant les prochaines minutes. À environ 10 000 mètres d'altitude, votre fusée devra être inclinée de 45 degrés, et à partir de là, on laisse les réservoirs du premier étage se vider. L'objectif est d'atteindre une altitude de 70 000 mètres afin de pouvoir réaliser la manœuvre de mise en orbite. Si besoin, compléter la distance manquante à l'aide du deuxième étage, il est aussi là pour ça. Une fois qu'on a virtuellement atteint les 70 000 mètres d'apoastre, on va attendre que la fusée soit physiquement à 70 000 mètres d'altitude. L'apoastre est le point d'une orbite d'un corps céleste, ici notre fusée, le plus élevé par rapport à l'astre autour duquel il gravite, ici Kerbin. Le périastre, c'est l'inverse. C'est le point de l'orbite de notre fusée, le plus bas par rapport à Kerbin. Alors forcément, au décollage d'une fusée, le périastre se trouve dans le sol. C'est à ces endroits qu'on effectuera les manœuvres de mise en orbite. On ira donc sur l'apoastre afin d'élever le périastre en mode prograde et de parfaire notre orbite, de la circulariser. Et à l'inverse, si on veut diminuer l'altitude du périastre, on se mettra toujours sur l'apoastre bien sûr, mais cette fois en mode rétrograde, en mode freinage. C'est à ces points-là que les manœuvres ont le plus d'efficacité. Ça y est, la fusée est maintenant à 70 000 mètres d'altitude, on va alors l'orienter en prograde, soit quasiment à l'horizontale, et rallumer notre moteur ergol liquide afin de circulariser notre orbite, et tout simplement de la créer. Attention, ne pas dépasser l'apoastre, sans quoi vous allez avoir l'effet inverse, c'est-à-dire accélérer vers Kerbin et précipiter le retour sur notre planète. Une fois que votre périastre atteint lui aussi 70 000 mètres d'altitude, félicitations, vous êtes en orbite. Si vous voulez une orbite circulaire parfaite, apoastre et périastre de même valeur, vous pouvez aller sur apoastre et périastre et ajuster à l'envie votre orbite par petite touche de moteur, avec la touche mage gauche, souvenez-vous. Bien, maintenant on peut admirer notre belle planète Kerbin sans se soucier de quoi que ce soit, puisqu'on ne pourra pas retomber quoi qu'il arrive. Dès que vous en aurez assez d'admirer cette magnifique vue, il sera alors temps d'effectuer la manœuvre de retour sur Kerbin. Rien de plus simple, partez de n'importe quel point, mettez-vous en mode rétrograde et lancez le moteur. Ne videz pas le réservoir pour autant, gardez un peu d'ergol pour être utile pour ralentir notre chute une fois rentré dans l'atmosphère de Kerbin. Pour l'instant, notre carbonaute n'a pas assez d'expérience pour se mettre automatiquement en mode rétrograde, il vous faudra donc ajuster le vaisseau au fur et à mesure de la descente. Restez bien toujours en rétrograde, même si dans le cas présent, notre altitude et notre vitesse ne peuvent causer de gros dégâts lors de la rentrée dans l'atmosphère. Pour un voyage vers la Lune, il sera primordial de toujours être en rétrograde pour rentrer afin d'exploser le bouclier thermique au frottement de la rentrée atmosphérique et seulement le bouclier thermique. Dépensez vos derniers litres d'ergol pour ralentir au maximum notre chute, puis une fois arrivé à une vitesse inférieure à 300 mètres secondes, vous pourrez déclencher le parachute à tout moment et profiter d'une descente en toute sécurité vers le sol. Félicitations, vous avez réussi votre première mise en orbite. J'espère que cette vidéo vous sera très utile pour progresser dans le KSP. La prochaine étape maintenant, ce sera la Lune. À très vite sur la chaîne. Ciao.